Oui, mais moi, madame, ma fenêtre, elle donne de l'autre côté. Théâtre sans public, tragédie contemporaine, Amélie. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des allergies? Oui. Ouais. Combien? Une seule, hein, en fait. Une seule, ok. Qui dit mieux? Deux? Deux allergies? Qui dit mieux? 5. Personne? Ben moi j'en ai 18. Ouais, j'ai 18 allergies. Et ça je l'ai su quand j'étais enfant, le diagnostic est tombé. Après un rendez-vous chez l'allergologue. Ma mère m'avait emmenée et ce médecin-là m'a fait rentrer dans une drôle de cabine pour des tests respiratoires. Et après ça, il m'a fait passer ce test que peut-être les allergiques ici connaissent, le test percutané. Ouais. Vous savez, celui-là, là. L'allergologue, il remonte les manches et puis il vient dessiner à ce moment-là un petit tableau sur chacun de mes avant-bras. Ok, des petites cases. Et ensuite, dans chacune des cases, il vient piquer légèrement et déposer une goutte de l'allergène suspecté. Autant de piqûres que de cases. Alors le principe de ce test, c'est d'attendre et de voir comment ça réagit. Et ben chez moi ça a réagi très vite et ce qui s'est passé c'est que dans chacune des cases il y a eu une plaque rouge qui est apparue, qui a gonflé, qui m'a gratté. Bon seulement à ce moment-là, fallait surtout pas que je gratte parce que ça risquait d'empirer le résultat. Ouais, l'allergologue en réalité il mesure l'intensité de la réaction et donc de l'allergie à la taille de la plaque dans la case. Donc bon voilà, ce diagnostic est tombé quand j'avais 8-9 ans, 18 allergies. Alors évidemment, à ce moment-là, j'avais déjà eu plein d'allergies, mais je ne savais pas ce qui se passait dans mon corps quand une allergie se déclenchait. Est-ce que vous connaissez ce phénomène-là? Les allergiques présents dans la salle? Non. Vaguement? Eh bien ce qui se passe, c'est que mon système immunitaire identifie un élément extérieur, a priori inoffensif, comme étant un danger. Et donc face à ce danger, le système immunitaire il se défend, il rentre dans un combat, dans une lutte. Et pendant cette lutte sont provoquées les différentes réactions allergiques. Alors je vous ai parlé de la réaction cutanée, les plaques d'eczéma qui apparaissent, mais il y en a d'autres que vous devez connaître, hein, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, les difficultés à respirer, les crises d'asthme. Bon. Donc maintenant, aujourd'hui, je sais ça, que l'allergie, c'est une réaction de mon corps à un élément extérieur qui est un danger. Alors, petite question. Dans le monde dans lequel on vit, là, est-ce que vos corps de non-allergiques, chanceux que vous êtes, n'aurait pas quand même tendance à identifier des éléments comme ça, extérieurs, un peu dangereux, auxquels vous seriez allergique? Quoi par exemple? Capitalisme. Formidable. Quoi d'autre? Darmanin. Ouais. Le travail. Le travail. Certains hommes. Les motos qui font du bruit. Ok. Donc ça c'est la liste de vos allergies collectives. Alors je vais vous faire la mienne, hein, les 18, je les ai notés, je les connais toujours pas par cœur. Alors à ce moment-là, le résultat tombe, je suis allergique au chat, chien, cheval, acarien, moisissure, seigle, avoine, différents pollens, différents arbres comme le bouleau, le frêne, le théâtre public, le foin, poule, vache, zèbre, hamster, chèvre, âne, mouton, capitalisme. Ah oui, donc ça fait 20. Parce que, alors ça vous le savez peut-être, les allergies au cours d'une vie, ça peut disparaître, mais ça peut aussi apparaître. Et dans ma ferme des animaux, là, j'ai 2 petits intrus. Vous les avez repérés? Ouais. Le théâtre public et le capitalisme.
Alors oui, parce que en fait, le théâtre public, parce que à part être une allergique professionnelle dans ma vie, ce que je fais, c'est que je conçois et j'organise les activités d'une association Loi 1901, qui est une compagnie de théâtre, dont j'assure et signe les mises en scène. Je suis metteuse en scène. Et depuis quelques temps, quand je travaille, quand je parle de mon travail, et plus récemment encore quand j'y pense, eh bien j'ai toutes sortes de réactions, comme une sensation d'étouffer et l'envie de pleurer. Mais bon, ça n'a pas toujours été comme ça, surtout au début. Et ça a commencé pour moi quand j'avais 15 ans. À ce moment-là, je suis au lycée dans une option théâtre. Et je suis en train de monter mon tout premier spectacle, de faire ma toute première mise en scène. Et avec cette option théâtre, on avait l'habitude de voir plein de spectacles. Et cette fois, on se rend à Vincennes, à la Cartoucherie, et plus précisément au Théâtre du Soleil. Le Théâtre du Soleil, il est dirigé par Ariane Mouchkine. Ariane Mouchkine, aujourd'hui, c'est une metteuse en scène qui a 83 ans. Et à l'époque, pour l'ado que j'étais, c'est vraiment une référence, quoi. C'est une femme metteuse en scène qui fait des spectacles avec des dizaines et des dizaines de personnes sur scène, qui va tourner à l'autre bout du monde. Enfin, voilà, c'est une sorte d'idole, de phare comme ça dans ma petite nuit d'adolescente. Donc j'ai lu plein de trucs à son sujet, mais jusqu'à présent, j'avais encore jamais vu un de ses spectacles. Et donc cette fois, on va voir Les Éphémères. Les Éphémères, c'était un spectacle qui durait 8 heures. Avec des entr'actes, hein, on pouvait respirer entre deux. Voilà. Et la particularité de ce spectacle, c'est qu'il était en bifrontal. C'est-à-dire que la scène était au milieu, et de chaque côté de la scène, il y avait les gradins pour les spectatrices. Alors moi, je rentre et je vais m'asseoir sur mon petit bout de gradin, un banc en bois, hein, c'est comme ça à la cartoucherie. Et donc, je vois la scène, et en face de moi, la moitié du public. Bon. Et le spectacle commence. Et alors là, je vais vivre ce que j'appelle à l'époque une vie au carré. C'est-à-dire que je vais me prendre de plein fouet toutes les émotions que le spectacle va provoquer. Et de plein fouet, c'est-à-dire je vais les vivre 1000 fois plus que dans ma vie en dehors. C'est ça, la vie au carré. Et en fait, ça me bouleverse, mais je sens que c'est au-delà de mon petit nombril. Je sens que mes potes du lycée à côté sont tout autant remués par tout ce qui se passe sur scène. Et surtout, je les vois, les spectatrices en face, à être dans la même émotion, dans le même bouleversement. Et d'ailleurs, ça loupe pas, puisque à la fin des 8 heures, tout le public se lève d'un bond, c'est la standing ovation, on applaudit, moi je chiale et tout. Mais alors attention, hein, c'est pas des larmes de tristesse, hein. C'est des larmes d'admiration, d'excitation, d'inquiétude aussi, enfin bon voilà, des larmes de vie quoi. Et donc mes potes me disent, va voir Ariane. Oui, elle est là, Ariane, tous les soirs. Elle est là à l'entrée et elle déchire chaque ticket de chaque spectatrice. Et puis elle est là aussi après les représentations. Alors moi je veux bien, mais je suis vraiment là, je peux pas vraiment parler. Donc mes potes lui font le topo quoi. On est des lycéennes, on fait du théâtre, moi je fais de la mise en scène. Voilà. Et Ariane comprend et alors là elle me regarde et elle me dit si vous voulez vraiment faire ça dans votre vie, alors travaillez. Hein? Toujours plus. Et déformez le théâtre. Déformez-le. J'opine du chef et je repars avec mes larmes et mes potes. Et là, je ressors du théâtre et je vois, c'est la nuit, il y a un ciel étoilé magnifique, il fait froid et je sens dans ma chair, dans mon corps, ça va aller, je vais y arriver, j'ai la foi. Bon, je l'ai plus du tout, hein, la foi. Mais en revanche, du coup, j'ai deux nouveaux potes, là, les deux nouvelles allergies, théâtre public et capitalisme. Bon, alors, a priori comme ça, on voit pas trop où est le rapport. Mais avant de voir le rapport, il faudrait peut-être déjà se mettre d'accord sur la définition. Qu'est-ce que c'est que le théâtre public? Est-ce que quelqu'un a une proposition à me soumettre? Théâtre subventionné. Ouais, théâtre subventionné, exactement.
Dans le secteur culturel en France, il y a une partie privée et une partie publique. Et bien, il y a une partie du théâtre qui bénéficie effectivement du système public. Tout d'un coup, le théâtre est une mission, remplit une mission de service public, hein, comme les hôpitaux par exemple. Et pour ce faire, il reçoit donc de l'argent public, qu'on appelle des subventions, pour que les artistes puissent créer, entre autres, des spectacles pour des spectateuristes à un tarif, en gros, préférentiel. Au lieu de payer sa place 40 ou 50 euros dans le théâtre privé, eh bien là, le théâtre public va pouvoir faire des tarifs à 10 ou 15 euros. Donc, a priori, la grande volonté de ce théâtre public-là, c'est une accessibilité au plus grand nombre. Alors, je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais cette compagnie de théâtre qui s'est créée en 2015, que j'ai créée en 2015, elle s'est créée parce que dans les statuts vraiment de l'association, j'ai écrit que l'objectif est de faire découvrir le théâtre au plus grand nombre. Alors comme le théâtre public a cette accessibilité au plus grand nombre, c'est pour ça que moi je me situe ici depuis toutes ces années. Sauf que derrière ces grandes valeurs a priori démocratiques, eh bien se cache un théâtre qui est tout sauf public. Le théâtre public aujourd'hui est un théâtre d'État qui roule pour la classe dominante. La classe dominante, hein, les bourgeois, voilà. Alors ça, moi je le dis aujourd'hui, mais je ne suis pas la première à le dire. Et il y a un étudiant, le 21 janvier 1967, à Nancy, qui en parlait très bien, en soutenant sa thèse, intitulée « Le théâtre et l'État », dans laquelle il exposait l'intérêt politique pour un État de développer une conception aristocratique de la culture et donc du théâtre, à la place d'une conception démocratique. Et quand on sait que cet étudiant n'est autre que le futur ministre de la Culture, Jacques Lang, bah, ça annonce la couleur. Donc ça, théâtre public, voilà, c'est fait. Donc le théâtre public aujourd'hui, il est fait pour les bourgeois, mais aussi par les bourgeois. Et les bourgeois sont qui? Bien les représentants de notre système en place, hein, ce système de domination qu'on a appelé tout à l'heure, qu'on a déjà identifié comme un danger dès le départ, le capitalisme. Alors, pour en donner une définition, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un système économique qui est donc fondé sur un rapport social, ce rapport de domination-là, les riches dominent les pauvres en les exploitant. Bon. Sauf que cette définition-là, elle ne peut pas tenir dans le temps si le capitalisme ne nous fait pas adhérer à lui-même. Et c'est là que le capitalisme va devenir une culture, et voire même une religion. Et comme dans toute religion, eh bien, il y a des croyances et des pratiques. Et que ces croyances et ces pratiques s'organisent autour de fondements qu'on va appeler des piliers. Voilà. Alors, il y en a plein, mais aujourd'hui, je voudrais vous en suggérer 3. Bon, alors pour vous en parler, j'aimerais vous dire aussi que j'ai l'habitude de travailler avec des jeunes, des ados. Voilà. On fait des ateliers, tout ça, des initiations théâtrales. Et pour commencer les séances, il m'arrive de leur donner un mot ou une image, et ils doivent la mimer, la figer, enfin m'en faire une proposition, une petite impro de 1 seconde. Alors là, si je vous annonce le premier pilier du capitalisme, si je vous dis concurrence, qu'est-ce que vous faites? Allez, allez, Véro, ça, concurrence. Ça c'est concurrence? Ok, on garde. Alors la concurrence, elle est partout, hein, puisqu'elle commence dès la maternelle, hein, dans les carnets de compétences pour les élèves, et elle est là dans toute l'éducation jusqu'à la réforme de Parcoursup. Je ne vous refais pas le topo, vous voyez bien. Concurrence. Deuxième pilier, si je vous dis le culte de l'individu. Tu fais ça? Ok, on garde. Ok, concurrence, culte de l'individu. Ok, ça marche.
Alors le culte de l'individu, si je retourne dans mon domaine professionnel, c'est d'une évidence absolue quand on regarde ne serait-ce que le système de récompense, de prix de consécration, hein, les Molières, les Oscars si on va du côté du cinéma, etc. Donc ça c'est génial ce système-là, de ce culte de l'individu, parce qu'en plus il nous permet de reboucler avec... Et bah ouais, il n'y a qu'une seule personne qui va avoir le Molière dans telle catégorie, pas deux. Troisième pilier, si je vous dis, plus compliqué, mise à mort du conflit et de la contestation. Allez-y, allez-y. Autre chose. Ça. Allez, on fait ça. Donc on se les garde, hein, ces trois piliers-là. Alors, pour aller voir à quel point tous ces piliers jalonnent finalement le théâtre public, ce que je vous propose, ce que je vais faire là, c'est ce que je sais faire de mieux, à savoir un spectacle. Et plus précisément une tragédie, qui est donc intitulée Théâtre sans public, tragédie contemporaine. Et dans cette tragédie, je vais vous parler de mon métier. Je vais vous expliquer comment on fabrique un spectacle dans le théâtre public aujourd'hui. Et on va voir ensemble que dans cette chaîne de fabrication, pour ne pas dire encore de production, eh bien, voilà, à chaque étape, ce super capitalisme est là, partout. Ça va? Alors cette petite tragédie, elle va durer une petite heure. Et après, on va faire ce que le théâtre public adore faire, un bord plateau. C'est quoi un bord plateau? C'est quand les comédiens viennent discuter avec le public. Ouais, et alors, mais pourquoi on appelle ça un bord plateau? Parce qu'ils sont assis au bord du plateau, les gens parlent. Exactement. Alors le plateau, hein, c'est la scène. Alors là, bon, j'en ai pas, mais on va l'improviser. Et puis alors, il faut savoir que cet exercice du bord plateau, il arrive que les équipes artistiques, hein, les metteurs en scène les premiers, raptent complètement ce moment-là, et puis ce moment qui dure entre 20 et 30 minutes, et ne font que parler. Voilà, de ce qu'ils ont voulu faire, tout ça, ils ne laissent absolument pas la parole au public. Ça vous va? Tragédie bord plateau? Ouais. Allez. Alors, ah oui, juste avant de commencer, il faut que je vous présente cet objet. Ceci est un épipène. Ah oui, parce que là, pendant encore un peu plus d'une heure, je vais vous parler de ces sujets auxquels je suis devenue profondément allergique, donc je peux à tout moment avoir toutes sortes de réactions dont je vous ai déjà parlé. Mais je ne vous ai pas encore parlé de la manifestation la plus sévère de l'allergie. Le choc anaphylactique. Alors celui-là, il est intéressant parce qu'il va venir s'attaquer à tous les systèmes qui composent mon corps. Alors dans ces systèmes-là, déjà on peut citer la peau, hein, au niveau cutané, mais il y a aussi le gastro-intestinal, cardiovasculaire, respiratoire. On imagine bien que si le choc vient m'empêcher de respirer, ça devient un peu compliqué pour moi. Mais si en plus il attaque mon cœur ou ma peau, alors là, je meurs. Je vous ai annoncé notre tragédie. Hein. Je vais pas, voilà, je vais rien spoiler, mais quand même. Alors, pour les grands allergiques comme moi, la médecine a créé un traitement d'urgence qui s'appelle l'épinéphrine. Et ils en ont mis des doses dans des stylos. D'où le nom, EpiPen. Alors, petit topo d'utilisation. Ça s'enclenche comme ça. Et vous venez me filer la dose dans la cuisse, du côté extérieur, directement dans le muscle. Et voilà. Alors, je vous dis ça parce que peut-être que je ne pourrais pas moi-même le faire. Donc, je compte sur l'un ou l'une d'entre vous pour venir me sauver, si tel était le cas. Hein. Ok? Il est là. Alors, eh bien, à toute bonne tragédie, son petit prologue. Alors, dans ce prologue, il me faut vous dire deux choses.
La première, c'est qu'un spectacle, il a deux phases dans sa vie. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de production. Voilà. Donc le spectacle est un produit, et comme tout produit, il va être vendu et consommé. Surtout consommé. Alors, cette phase de production, elle sert à rassembler tous les moyens humains, logistiques et financiers afin que le spectacle s'invente, se répète et soit prêt lors de la première représentation devant le public. Cette phase, elle démarre à partir du moment où moi, j'ai le désir, l'intuition, la nécessité de faire un spectacle. Bon, autrement dit, elle démarre donc dans ma tête. Et cette phase, elle va se déployer jusqu'à la première représentation devant le public. Voilà, phase numéro 1. À partir du moment où le spectacle arrive là, dans sa vie, donc la première représentation, on appelle ça la création. Et bien à partir de la création, le spectacle bascule dans sa deuxième phase de vie qu'on appelle la phase de diffusion. C'est toutes les dates de tournée. Voilà. Alors la tragédie, elle se situe dans cette phase 1, aujourd'hui. Il y en aura certainement une autre à faire sur la diffusion, mais on va rester sur la production. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose importante dans ce petit prologue, c'est... je vais vous demander de faire un petit exercice d'imagination. Je vais vous demander d'imaginer une grande pyramide. Dans cette pyramide sont réparties toutes les salles de spectacle du secteur public, du théâtre, en France. Tout en bas de notre pyramide, on va trouver ce qu'on appelle les théâtres municipaux. Bon, ce sont des théâtres dans les villes, okay, et qui travaillent à l'échelle locale, la base de notre pyramide. Juste au-dessus, on va trouver ce qu'on appelle les scènes conventionnées. Alors, ce sont aussi des théâtres qui sont aussi dans des villes, mais qui, eux, ont signé une convention avec les pouvoirs publics et qui donc sont les premiers à recevoir des subventions, ce qui oriente déjà leur mission. Ces scènes conventionnées, il y en a 125 aujourd'hui en France. Au-dessus de ces scènes conventionnées, hop, on monte, et là on arrive aux scènes nationales. Ah, donc vous vous souvenez, les théâtres municipaux qui travaillent à l'échelle locale, et bien là tout d'un coup, on arrive à l'échelle nationale. Donc effectivement, c'est des théâtres qui bossent à cette échelle-là, mais pas uniquement, hein, pour la plupart, ils bossent aussi à l'échelle locale, et pour certaines d'entre elles, jusqu'à l'international. Ces scènes nationales, en France, aujourd'hui, il y en a 77. Au-dessus de ces scènes nationales, on trouve les centres dramatiques nationaux, les CDN. Il y en a 38 aujourd'hui en France, et outre le budget et les infrastructures, la grande différence avec les scènes nationales, c'est qu'ils sont dirigés par des artistes. Tous les autres théâtres en dessous sont donc dirigés par des gestionnaires. Et enfin, tout là-haut dans notre pyramide, là, on trouve les théâtres nationaux. Il y en a 5 en France, 4 à Paris, 1 à Strasbourg. Aussi dirigés par des artistes. Alors, pour que cette pyramide, elle tienne, elle est financée. Et elle est financée par les villes, les départements, les régions et les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC. Autrement dit, le ministère de la Culture et de la Communication en région. Ces 4-là sont des tutelles. Donc, notre pyramide du théâtre public français est mise sous tutelle. Pour rappel, la tutelle s'adresse à une personne majeure, ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de sa vie courante, et ce, du fait de la dégradation ou altération de ses facultés, ou de son incapacité à exprimer sa volonté. Voilà. Alors, ceci étant dit, il faut maintenant, au pied de cette pyramide, que vous imaginiez des milliers et des milliers et des milliers de compagnies de théâtre, de musique, de danse, de cirque, de marionnettes, qui, elles aussi, touchent de l'argent public, donc des subventions de la part des tutelles, pour créer entre autres des spectacles qu'ils et elles vont aller présenter à ce qu'on appelle des programmateurs, programmatrices,
qui, ils et elles, sont en général à la tête de la direction des théâtres de notre pyramide. Alors, l'image de la pyramide est donc pas tout à fait choisie au hasard, hein? Évidemment concurrence, et puis surtout grosse machine bien fermée sur elle-même. Je rappelle, hein, la pyramide n'a pas de fenêtre et pas beaucoup de portes d'entrée. Alors, moi j'ai essayé d'y rentrer, et pour y rentrer, quand on sort un peu après les études, etc., eh bien il existe des écoles nationales supérieures d'art dramatique. Alors c'est génial, mais moi je suis pas comédienne, je suis metteuse en scène. Et en France, du moins à l'époque où j'ai tenté de rentrer là-dedans, eh bien il y avait deux formations à la mise en scène. Une à Lyon et une à Strasbourg, dans le fameux Théâtre National, le TNS. Eh bien moi je décide de passer ce concours-là, de mise en scène. À cette époque-là, ce concours, pour les candidats metteurs et metteuses en scène, il y a 5 tours. Le premier tour consiste à jouer devant le jury des scènes, comme les comédiens. Okay. Deuxième tour, pareil. Ok. Bon, je vais être un peu comédien quand même. Troisième tour, il s'agit cette fois d'écrire un dossier de mise en scène à partir d'une œuvre indiquée par le jury. Voilà, je fais mon petit dossier. Voilà. Et quatrième tour, grand oral pour défendre ce dossier de mise en scène. Voilà, devant un jury. Et cinquième tour, là, les candidats metteurs et metteuses en scène retrouvent tous les autres candidats des autres sections de l'école, alors les comédiens, les scénographes, etc., pour 4 jours de stage, où on va faire des tas d'ateliers en rencontrant les profs, les intervenants, les professionnels. Alors, au démarrage, on est 150 candidats à la mise en scène. Premier tour, on est 150, je le passe. Deuxième tour, on n'est plus que 100, je le passe. Troisième tour, on n'est plus que 80, je le passe. Quatrième tour, on n'est plus que 40, je le passe. J'arrive donc au cinquième tour. On n'est plus que 4, ils en prendront que 2. J'ai pas été prise. J'ai pas été prise et je suis super contente de ne pas avoir été prise, je tiens à le préciser. Voilà, j'avais 22, 23 ans à l'époque et ils ont pris ceux de 18, 19 ans. Voilà. Est-ce que c'est parce que tout était encore à former et rien n'était à déformer justement chez eux? Je ne sais pas. Bon, ceci étant dit, voilà, pour entrer dans la pyramide, il y a comme ça toutes sortes de systèmes déjà concurrentiels dès la base. Bon, fin du prologue. Acte 1. Acte 1, le dossier de production. Dès que j'ai l'envie, le désir, la nécessité, l'intuition de faire un spectacle, la première chose que je dois faire, c'est un dossier de production. Dans ce dossier de production, je dois mettre le titre de mon spectacle, une image qui est liée au spectacle. Je dois tout de suite décider à qui ça va s'adresser. Est-ce que c'est un spectacle pour les enfants, par exemple? Combien de temps ça va durer? Et devant combien de personnes ça va jouer? Est-ce que ça joue devant 25 personnes ou 550? Dès qu'on tourne la page, on tombe sur un résumé de l'histoire. Et juste après, on tombe sur la note d'intention. Alors la note d'intention, c'est un petit paragraphe qui est écrit par moi, enfin par les metteurs et metteuses en scène, et qui raconte pourquoi, en gros, on veut raconter cette histoire-là, et pas une autre. Alors, pour ce spectacle-là, pour reprendre cet exemple, qui s'appelle Fulgurer, c'était un peu particulier parce que la pièce n'était pas écrite à la base. Ça part, mon intuition, mon désir, part d'un fait divers. Ce fait divers raconte que le 2 septembre 2017, dans un petit village de l'Est de la France, lors d'un festival de musique, 14 personnes ont été frappées par la foudre, simultanément. Et elles ont toutes survécu. Note d'intention.
La foudre frappe. Lorsqu'elle touche un être humain et qu'il meurt, on dit qu'il a été foudroyé. Mais lorsqu'elle le frappe et qu'il survit, on dit qu'il a été fulguré. Une fratrie, un village perdu. Le frère et les deux sœurs s'y retrouvent lors d'un événement prétexte. Dans cette histoire, il et elle sont à la fois témoins, victimes, puis bourreaux et juges des coups qui leur ont été portés. Il et elle sont arrivés là, dans ce village perdu, à un point où plus rien n'a de sens et où tout est chaos. Mais comment sortir du chaos? Comment se relever d'un coup de la foudre? Comment survivre à ce qui n'était ni prévu ni prévisible? Comment et pourquoi le corps garde-t-il cela en mémoire? Fulguré est une histoire ancrée dans la cellule familiale, subterfuge qui permet de passer l'humain au microscope. C'est un spectacle qui met à l'épreuve cet humain dans sa capacité à se débattre et à trouver des réponses face à la peur, à l'incompréhensible et à l'injustice. Donc ça fait 1 minute 30 que je vous lis ma note d'intention. Vous avez peut-être retenu qu'il y a une histoire de foudre et de frères et sœurs, mais après ça, c'est flou. Et bah pour moi aussi, figurez-vous. Parce qu'à ce moment-là, j'ai juste mon fait divers, quoi. La pièce n'existe même pas, je sais pas de quoi ça va parler. Donc je blablate, c'est du vent, quoi, c'est fumeux. Mais alors, bon, à la rigueur, quand on en est à ce stade-là, on peut se dire, bon, bah, c'est normal, elle ne sait pas trop encore, elle a plein de questions, donc elle les rédige, et puis à la fin, elle dit qu'elle veut trouver des réponses. Bon, pourquoi pas? Sauf que... Alors, ces notes d'intention, vous les retrouvez, vous, quand vous vous rendez au théâtre. Dans les petites feuilles de salle qu'on vous distribue à l'entrée. Il y a un petit mot du metteur ou de la metteuse en scène. Bah, ça, c'est la note d'intention. Bon, en général, elle a été remaniée, puisque le temps a passé. Néanmoins, majoritairement, dans le théâtre public, le grand truc des metteurs et metteuses en scène, c'est de poser des questions et puis de laisser le public y répondre. Donc de ne jamais rien affirmer. Voilà. Alors, j'avance parce que le plus important finalement, outre ce blabla dans ce dossier-là, c'est le budget de production. Combien ça va coûter cette histoire? Alors, pour l'établir, ce budget, il faut que je décide combien de personnes vont venir bosser avec moi sur ce spectacle. Alors là, en plus, comme je ne sais même pas le nombre de personnages et tout ça, bon, bah, je décide que on sera 3. Voilà. Et puis moi aussi, j'y serai. Comme ça, on va réduire les salaires. Hein. Je vais prendre un seul salaire, celui d'un comédien, très bien. Donc on sera 3 sur scène. Il y aura besoin d'un peu de lumière, un peu de son aussi. Alors peut-être des costumes, je suis pas très douée en costume. Un peu de décor. Bon, voilà, j'établis une liste comme ça. Et à chaque poste, j'estime un temps de travail. Voilà, pour écrire la pièce, il faut tant de semaines, tant de mois, etc. Et à côté de ces estimations de temps de travail, eh bien, je colle un salaire qui est annexé sur la politique salariale de l'association. Tous ces salaires additionnés, eh bien, il faut que j'y ajoute des achats prévisionnels de type décor, accessoires, prestations extérieures, photographie, captation vidéo, tout ça. Et puis tous les frais annexes, les hébergements, les déplacements, les repas, le transport décor. Et hop, là, ça me donne 80 000 €. Alors, ça ne me les donne pas exactement, parce que je ne les ai pas. En revanche, ça donne un objectif, parce que si je suis metteuse en scène, je suis surtout directrice de ces productions. Et donc, je suis en charge de rassembler les moyens humains, logistiques et financiers pour que le spectacle s'invente, se répète et soit prêt le jour de la première. Alors, c'est pas le cas de tous les metteurs et metteuses en scène dans le théâtre public. Ils essayent en général de refourguer ça à quelqu'un, qu'on va appeler un chargé de production.
Mais bon, moi j'ai choisi ça d'assumer ce truc-là. Et donc, il faut que je trouve 80 000 euros. Pour ça, j'ai 2 interlocuteurs, 2 financeurs. Mais bon, ça c'est l'acte 2. Avant de passer à l'acte 2, vous avez peut-être remarqué, je parle quand même vachement avec mes émotions. Étymologiquement, émotion, ça vient de motion, donc du mouvement. Hein. Donc une émotion, c'est avant tout un mouvement interne, qui après peut s'exprimer extérieurement. Ça, c'est un truc que j'adore faire aussi avec les ados avec qui je bosse. C'est, alors déjà, se mettre d'accord sur les 5 émotions de base. Il n'y en a pas 36 000, hein, il y en a 5 à la base. Vous pouvez me les citer? Joie, peur, colère, tristesse et dégoût. Voilà. Alors, à partir de ce petit rappel-là, j'adore leur faire prendre conscience qu'à chaque émotion, eh bien, il y a un mouvement qui est imposé au corps de manière inconsciente et universelle. Vous vous souvenez peut-être quand je sors du Théâtre du Soleil, là, j'ai mes larmes et tout ça, mais je me tourne vers le ciel, quoi. Tout mon corps va vers le haut. Et à ce moment-là, effectivement, je suis dans la joie. Et ça, je le dis pas mal aux ados, c'est assez évident pour eux. Quand les joueurs de foot marquent un but décisif, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent au sol, mais tout le buste est tourné vers le ciel. Voilà, donc on dit ça d'ailleurs, hein, on dit sauter de joie. Enfin, donc la direction de la joie, physiquement, c'est vers le haut. Ça, en général, ils aiment bien faire. Ce qu'ils n'aiment pas trop faire, c'est la tristesse. La tristesse. Ça va être l'inverse. Vous avez vu des spectacles, des films et tout ça où les actrices s'effondrent littéralement au sol. Et vous l'avez certainement vécu aussi dans vos vies. Quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, hein, on vous demande de vous asseoir parce qu'on sait que la tristesse nous coupe toute énergie. Donc ça c'est moins fun à faire en général. Ça fait mal aux genoux, je leur demande de s'effondrer et tout. Bon. En revanche, ce qui est beaucoup plus drôle, c'est de faire la peur. La peur, là, tout d'un coup, instinctivement, ils vont regarder ce qui leur fait peur et ils vont se reculer. Effectivement, hein, on veut se barrer quand on a peur, on ne va pas aller affronter. Ou alors, à minima, on veut se cacher. Le dégoût, c'est pareil, c'est un peu moins tendu dans le corps, mais c'est « Ah, ça me dégoûte, ce truc, ça pue », on recule et on veut s'en éloigner. Et puis alors, ce qui est ultra drôle à faire avec eux, c'est la colère. Ils font la colère comme ça. Voilà, et ils ont raison. La colère, c'est une émotion c'est un mouvement qui nous amène vers l'avant pour faire quoi? Pour riposter, pour mettre un terme à une situation injuste, pour dire stop. Donc là, on a besoin d'énergie. Bon, moi, dans mon acte 1, là, je suis dans la joie. Hein. Je suis... voilà, c'est en train de naître, je suis avec mon petit dossier, tout va bien, quoi. Et donc, je me rends à l'acte 2. Acte 2, les rendez-vous de production. Alors, je vous ai dit, j'ai 80 000 euros à trouver et j'ai 2 types de financeurs à aller voir. Mais d'abord, je peux aller voir tous les directeuristes, là, des théâtres de la pyramide, parce que eux, ils ont des moyens de production. Alors, avant d'aller les voir, il faut que j'opère un petit travail de ciblage. Alors lui, inutile d'aller le voir, parce que il programme que de la marionnette, donc mon théâtre, ça ne va pas l'intéresser. Elle programme que Molière, Feydeau, Shakespeare, que du classique. Ma fille, c'est même pas encore écrite, alors le théâtre contemporain, elle va rien à foutre. Ah, elle a déjà pas mal programmé des spectacles sur des thématiques familiales et tout ça. Mon truc de frères et sœurs, ça peut lui parler. Alors ce travail-là, il s'établit géographiquement, à partir de là où la compagnie est implantée, à l'échelle en général régionale. Une fois que ça c'est fait, eh bien je prends des rendez-vous, donc comme tout le monde, hein. Je passe des coups de fil, j'envoie des petits mails. Sauf que, eh bien ces gens-là, de notre pyramide, ils reçoivent en moyenne
200 mails par jour. Bah oui, n'oubliez pas, on est tous en train de vouloir les rencontrer. Donc ça peut prendre un certain temps. Décrocher un rendez-vous, ça peut prendre des semaines, des mois, et parfois même aucune réponse, jamais. Bon. En l'occurrence, pour ce spectacle, j'ai réussi à décrocher 30 rendez-vous avec les directrices. Alors j'y vais, hein. Je traverse parfois la région, ça me prend 3 heures de route et tout ça, et je me rends dans le bureau du directeur ou de la directrice. Et là, je vends du rêve. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire-là, des fulgurés, c'est que il y a autant de fulgurations que d'individus. C'est-à-dire que chaque individu va développer des mots, M-A-U-X, différents de son voisin. Alors ça peut être des blessures physiques, des handicaps physiques, ça peut être mental aussi, mais ça peut aussi développer des compétences. Ce qui m'a marqué, c'est que dans un témoignage de ce groupe-là de fulgurés, c'est qu'il y avait une des victimes qui racontait que pendant 1 mois et demi après sa fulguration, elle a été en capacité de organiser son quotidien tout en chantant et en faisant des multiplications de 3 chiffres par 3 chiffres, comme ça, sans réfléchir. Et au bout d'1 mois et demi, elle perd tout, y compris l'usage de la parole et de l'écrit. La seule chose que tous les fulgurés ont en commun, c'est la marque que la foudre laisse. C'est une cicatrice en forme de feuille de fougère, ultra précise, à tel point qu'on a l'impression que c'est un tatouage. Et cette marque disparaît. Alors, moi, quand j'ai entendu ce fait divers-là, je me suis dit, mais c'est génial comme métaphore. Parce qu'en fait, on est tous et toutes des fulgurés. Hein, on s'est peut-être pas pris des coups de foudre sur la gueule, mais on s'en est pris des coups. On s'en est pris, tous et toutes autant qu'on est là, qui nous ont laissé des traces visibles ou invisibles. Mais on est des survivants, quoi. Et on a du coup trouvé des réponses à nos questions et des solutions à nos problèmes pour continuer à vivre. On n'a pas eu le choix, quoi. Bon voilà, j'essaie de faire un peu ça, quoi. Alors, parfois il se passe ça en face. Parfois il se passe ça. Hein, ça va durer combien de temps votre... 1h15, ok, merci, au revoir. Et ça au bout de 18 minutes. Alors ça craint. Hein. Quand un bon rendez-vous de production, ça dure en moyenne 1 heure. 1 heure, quoi. 18 minutes, le mec n'a pas eu le courage, pour pas dire autre chose, de me dire que ça l'intéressait pas. Parfois on se plante dans le travail de ciblage. Alors ça arrive. Et puis, le plus souvent, ce qui se passe, c'est ça. Je commence à parler, ils sont comme ça, derrière leur bureau. La direction du corps, hein, encore, hein, donc c'est la peur, la méfiance, tout ça. Ils sont comme ça, et puis plus je parle, plus ils vont décroiser les bras, commencer à poser 2-3 questions, s'accouder à leur bureau, et puis au final, ça va devenir un échange et plus du tout un monologue. Et là, je sais que j'ai réussi à choper leur curiosité. Et je sais qu'à ce moment-là, cette personne en face de moi, elle peut décider de s'engager. Et pour ça, elle a 3 manières de le faire. D'abord, elle peut me filer des moyens de production, c'est-à-dire de l'argent, hein, qu'on va appeler les apports en coproduction. Ça, elle peut le faire. Elle peut aussi me dire, ok, je te mets à disposition le théâtre pour que tu viennes répéter le spectacle. Ça, c'est ce qu'on appelle les accueils en résidence. Voilà, je débarque dans un théâtre, je répète, je suis donc en résidence dans ce lieu-là. Et enfin, le dernier type d'engagement qu'elle peut prendre, c'est, voilà, tellement kiffer le truc que je viens de lui vendre là, qu'elle peut préacheter le spectacle. C'est-à-dire que le spectacle n'existe pas encore, mais elle va l'acheter par avance. Ça, ces 3 engagements-là sont primordiaux pour la suite de la production du spectacle. Donc c'est l'objectif, quoi.
Seulement, en général, ce qui se passe, c'est « Ah ouais, c'est vachement bien votre truc, hein, je viendrai voir !» L'acte 3. Mais avant l'acte 3, je vous ai dit, hein, il y avait 2 types de financeurs. Donc on a d'abord les directrices, et puis on a nos tutelles. Bah ouais, elles sont là. Dans chacune d'entre elles, j'ai un conseiller ou une conseillère. Et je vais faire le même taf. Je vais vendre mon rêve, là. Et pour les inviter, donc, à l'acte 3. Ah, avant l'acte 3... Non, c'est pas l'argent que je cherche. Je vais juste prendre ça. Vous savez ce que c'est? J'ai oublié mon verre d'eau, alors je vais l'avaler avec ma salive. Oui, antihistaminique. Anti-allergique si vous préférez. Alors les allergiques ici connaissent le principe. À quoi ça sert? Empêcher les réactions, quoi. Ouais, empêcher les réactions, effectivement. Je prends ça, et du coup, mon système immunitaire ne va pas recevoir l'information qu'il est en présence du danger. Bah, du coup, c'est génial, parce que s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de combat, et s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de réaction, pas d'allergie. Pas de danger, pas d'allergie. Donc cette petite drogue est géniale, annihilation totale de toute velléité de combat, de réaction. Ok, bon, alors là je le prends maintenant pour l'acte 3, parce que, alors autant j'étais dans la joie dans mon acte 1, l'acte 2, parfois je suis joyeuse, parfois je ressors abattue. Quand j'ai fait un rendez-vous de 18 minutes, qu'on me renvoie chez moi après 2 heures de bagnole, je suis abattue, je suis triste forcément. Mais là, l'acte 3, je suis en colère. Mais je vais me tenir, puisque j'ai pris ce médicament-là. Ok. Alors, acte 3, présentation de l'étape de travail. Il s'agit de présenter aux directrices précédemment rencontrées et aux tutelles un extrait du spectacle de 20 à 35 minutes. Alors en général, ça se passe en journée, hein, fin de matinée ou 15 heures pour la digestion, tranquille, on vient assister à ça. Et en moyenne, ce sont 4 programmatrices qui vont se déplacer à ce rendez-vous-là. J'en ai rencontré 30. Pourquoi il n'y en a que 4 qui viennent? Bah, ils sont en train de répondre à leurs 200 mails quotidiens. Ils ne peuvent pas être partout en même temps. Bah oui, hein, là encore, on est tellement nombreux à vouloir leur montrer le travail qu'ils ne peuvent pas venir dès qu'on leur donne rendez-vous. Alors ça, c'est un peu le cadre global, mais ce qu'il faut que je vous précise, c'est que on présente cet extrait qui est donc un extrait ultra fragile. Hein. C'est le premier moment, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on n'est pas du tout sûr de nous. On présente ça à 4 personnes, dont le positionnement professionnel est celui de l'encéphalogramme plat. Alors, que je joue une comédie, une tragédie, une pendaison, peu importe, je sais qu'en face, il n'y aura aucune réaction. Aucun mouvement, aucune émotion, rien. Sauf que bon, bah, le théâtre, c'est du spectacle vivant, quoi. La vie, c'est du mouvement et tout ça. Donc bon, là, je dois montrer un extrait du spectacle devant un mur. Et il faut en plus que j'arrive à le convaincre, ce mur, que c'est génial ce qu'on fait. Bon. Ça, c'est une chose. Mais pour pouvoir montrer un extrait de 20 à 30 minutes, 30 minutes, c'est parfois la moitié du spectacle. Hein. Bah, faut peut-être déjà avoir eu un accueil en résidence, avoir rassemblé une équipe, l'avoir payé, bon, avoir des moyens de production, quoi. Donc, moi, ça, je suis... ce cercle vicieux-là, je suis hyper en colère contre ça et je suis pas la seule. Hein. On y passe tous, c'est vraiment... on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comment on fait? Ben,
Soit on a un peu de trésor de côté, trésorerie, alors on va payer un petit bout, soit on paye rien. Voilà. Donc bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je vous ai dit, hein, je suis en colère mais je me tiens, merci l'anti-histaminique. Et je me tiens tellement que je vais vous raconter un contre-exemple. Un moment où ça a vachement bien marché. On est en février 2017. À ce moment-là, je suis en train de travailler sur un seul en scène avec du coup une comédienne. Et on a l'occasion de présenter une étape de travail de ce spectacle-là dans un cadre festivalier, dans un festival, en soirée. Et le principe, c'est que nous, on présente 30 minutes et il y a une autre compagnie qui présente aussi 30 minutes. Donc, bah super, on y va. Et moi, du coup, je me mets en régie, la comédienne, elle est en coulisses et tout le public rentre, quoi. Quand je dis public, c'est là, pour le coup, bah certes, il y a des professionnels, mais aussi il y a plein de non-professionnels, quoi. C'est en soirée, c'est un festival, voilà, quoi. Super, la salle est pleine à craquer, on y va, ça joue. Ah, j'ai oublié de vous dire que... juste avant que ça joue, là, j'ai repéré un mec qui est rentré. Ce mec-là, il vient d'arriver à un poste de direction d'un théâtre municipal qui est hyper important pour moi. Mais je ne l'ai pas encore rencontré parce qu'il vient de débarquer, quoi. Et là, il est là, bon bah super, il me voit le travail. Mais du coup, je sais qu'il va falloir que j'y aille, que je me présente à lui après, quoi. Donc bon, ça joue, c'est super parce que bah, il y a du vrai public, quoi. Donc ça réagit et tout ça, c'est super, ça applaudit et tout le monde sort et va boire un coup. Bon bah, ouais, c'est festival. Et donc moi aussi je sors et je vois du coup le fameux directeur là, accoudé au bar, quoi. Qui est en train de discuter avec une personne que je connais. Donc je vais saluer cette personne qui, elle, me présente au fameux directeur. Et lui me dit ah, c'est vachement bien ton spectacle là, ta comédie elle est géniale, hein. Tu veux en faire un spectacle de 1h30? Ah ouais, ok. Ah c'est dommage, tu pourrais en faire un truc à la Philippe Cobert. Alors, Philippe Cobert, c'est un acteur qui a longtemps travaillé au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchine et qui, au bout d'un moment, s'est barré pour faire des spectacles tout seul. Et son grand truc, c'est une chaise et rien d'autre. Et il fait des spectacles de 3, 4, 5 heures, il raconte et joue des épopées comme ça, incroyables, à lui tout seul. Donc quand il me dit ça, moi, je sors de ma poche arrière mon téléphone, je lui montre mon fond d'écran, qui n'est autre que Philippe Cobert. Effectivement, à ce moment-là, c'était une référence dans notre travail avec cette comédienne. Et du coup, là, je vois dans les yeux de ce directeur oh, mais c'est génial, mais du coup, tu veux en faire un truc de 3 ou 4 heures de ton spectacle et tout ça. Je fais, oui, pourquoi pas. Ah, mais c'est super, alors si tu fais ça, j'y vais, je te coproduis, je t'accueille en résidence, je t'achète. Je t'achète. Mais ah bah oui. Ah oui, c'est vrai, le spectacle il n'existe pas encore. Hein. Mais qu'est-ce que je vends? Bah moi. Alors là, je vous fais cette tragédie avec toutes les étapes de production d'un point de vue professionnel. Il y a un petit souterrain là, totalement convenu et incontournable, qui est qu'il faut se montrer dans cette profession. Il faut aller aux journées interprofessionnelles, être là, se montrer, voilà, montrer son corps. Il faut être au pot de première. Alors, les pots de première, c'est lors des premières représentations, lors des créations des nouveaux spectacles dans la région. Il faut y aller, il y a tout le gratin, les tutelles, les autres directrices, on boit du champagne, on mange des petits fours et tout. Il faut tapiner. Ouais. Alors c'est ça surtout là, ce qui me met en colère. C'est cette nécessité de séduire, de racoler, de se vendre soi, quoi. Rien d'autre. Mais bon, il m'achète, c'est super, il m'achète. Alors du coup, bah, ça me fait des engagements. C'est super. Et ce mec-là va me permettre, va être une locomotive.
C'est-à-dire que, alors, une locomotive, elle a des wagons derrière. Et lui, il va y aller, il va me suivre, il va m'acheter. Et bah du coup, il y a ses copains directeurs, directrices des autres théâtres municipaux du coin, bah ils vont suivre. C'est des wagons, des moutons, si vous voulez. Voilà. Mais je m'en fous, ça me permet de, voilà, à ce moment-là, de faire mon spectacle, c'est super, voilà. Et surtout, ça me permet d'arriver à l'acte 4. Acte 4, les dossiers de subvention. Alors, bon, là, j'ai eu de la thune de la part des directrices. Maintenant, il faut de la thune de la part des tutelles. Hein. Et pour ça, il faut que je demande une subvention. Alors, le principe est le suivant. Je remplis un dossier, je l'envoie à mon conseiller, ma conseillère dans la tutelle, et lui, elle, l'envoie à une commission hein, qui est composée d'experts, qui eux-mêmes sont issus de la pyramide, qui sont les directeurs, directrices de la pyramide, pour 98% d'entre eux, et eux, ils vont dire... Ok, on t'attribue ce fric-là, mais à quelle hauteur? Un peu en dessous quand même, t'as été un peu gourmande là. Voilà, donc ça c'est le principe des subventions. Bon, c'est le principe aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et notamment dans les années 1960 où ça a commencé. Où c'est arrivé ce subventionnement du théâtre. À l'époque, il y avait un truc génial que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui m'a vraiment... frappé. Il y avait des compagnies dites hors commission et des compagnies en commission. De quoi il s'agit? Mais en fait, les compagnies hors commission n'avaient absolument pas besoin de passer devant une commission pour avoir de la thune. Parce qu'elles étaient reconnues, hein, culture individu, elles sont reconnues, donc on leur file la thune. Elles n'ont pas de compte à rendre. Ça va tomber. Voilà, rien à faire. Super. Et ceux qui étaient en commission étaient déjà dans un truc comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça n'existe pas, hein. Tout le monde passe par ce truc-là. Bon, néanmoins, il y a des petits arrangements. Hein. Pour les plus reconnus d'entre elles, il y a ce qu'on appelle les conventionnements DRAC, hein. Direction régionale des affaires culturelles. Ces conventionnements-là permettent, par exemple, à une compagnie, pendant 3 ans, de toucher 50 000 € par an. Alors il y a des comptes à rendre, bien sûr, à la fin, tout ça, mais 150 000 € sur 3 ans, qui tombent, c'est sympa, non? Bon, moi j'en suis pas là. Moi, ce dont je veux vous parler là au sujet de ces subventions, c'est vraiment le dossier. Alors le dossier, bon, moi j'ai un spectacle, mais il y a 4 tutelles. Hein. Donc, bon, on va faire 4 dossiers. Hein. Ils sont pas foutus de faire un dossier en commun. Et puis c'est 4 dossiers qui sont vraiment différents. Je peux pas faire du copier-coller, quoi. C'est des nomenclatures différentes. Et un dossier, c'est du coup entre 20 à 45 pages. Bon. Dans ce dossier, je vais remettre tout mon dossier de production. Voilà, toutes les infos. Puis je vais mettre toutes les infos qualitatives et quantitatives du passif de la compagnie. Je mets ça là-dedans. Et puis toutes les prévisionnelles. Hein, toutes les infos prévisionnelles, qualitatives, quantitatives. Je mets ça là-dedans et j'envoie. Donc des chiffres et des lettres. Riez. Mais pas n'importe quelle lettre. Attention. Il ne s'agirait pas de dire n'importe quoi dans ces dossiers. Alors là, je vais citer Franck Lepage. J'y vais. Dans sa conférence gesticulée qui a été éditée, alors il a fait le boulot à ma place, c'est super. Il est allé voir dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme de Luc Boltanski et F. Chapelleau, qui eux se sont amusés à mettre 90 ouvrages de management de l'année 1960 dans un logiciel et tout autant d'ouvrages de management de l'année 2000 dans ce même logiciel pour voir quel était le mot qui arrivait, quoi, en tête de liste. Alors, pour ceux qui ont vu la conférence de Monsieur Lepage, quel est le mot qui arrive en tête de liste en 1960? Hiérarchie, exactement. Et en l'an 2000, combien de fois le mot hiérarchie apparaît? 0, ouais. Exactement. Alors ça, c'est un truc que les linguistes ont bien expliqué, c'est qu'on ne peut pas penser une réalité sans les mots. Voilà.
Si vous n'avez pas le mot hiérarchie, vous ne pouvez pas penser de la hiérarchie. Bon, sauf que la hiérarchie n'a pas disparu, hein, on est d'accord. Pourtant, on ne peut plus la penser. Si on ne peut plus la penser, ben, on ne peut plus la contester, combattre. Et alors du coup, bah, qu'est-ce qui arrive dans les années 2000? C'est quoi le mot? Projet. Alors j'ai carrément envie de te citer, parce que je trouve ça génial. Si nous ne parvenons pas à combattre ça, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que ce satané mot projet, qui est tellement positif par ailleurs, a tellement colonisé nos façons de penser en 20 ans, c'est un mot récent, que nous ne parvenons plus à penser en dehors de lui. Nous estimons que les jeunes doivent avoir des projets. Nous disons de certains jeunes qu'ils n'ont pas de projet. Nous estimons que les pauvres doivent faire des projets. Les gens le plus en difficulté pour se projeter dans l'avenir, on leur demande des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projet, ce sont les riches. Voilà. Donc ça, ce mot-là, bah, il est dans ma pratique. Hein. Moi, je réponds à des appels à projets. Mais il est dans vos vies. Hein. Et vous avez des projets de vie, vous? Hein? Vous faites des projets de vacances? Projets de naissance, peut-être, non? Voilà. Bon. Donc ça, c'est colonisation du langage. Hein, bon, c'est très, très efficace. Et alors, je l'ai encore vérifié il n'y a pas longtemps. Je croise une copine autrice, metteuse en scène, très dans le vent en ce moment. Elle vient d'être publiée, ça tourne à mort, ses spectacles et tout. Elle est à fond dans la pyramide, voilà. Cool. Et elle me raconte son rendez-vous annuel avec les tutelles. Et elle me dit, bah, c'est super mal passé. Alors, je comprends pas, parce que la nana, il tourne et tout, ça marche, enfin bon. Et juste après, elle me dit, ils ont retoqué le dossier. Alors, elle est autrice, hein, donc elle sait écrire, hein, c'est pas le problème. Sauf que, bah, elle n'a pas employé les bons mots. Hein, elle parle comme moi de désir, de nécessité, d'intuition. Elle parle pas de projet. Elle parle pas de développement, de territoire, de public empêché, éloigné, non, non. Et c'était ça le problème. On lui a reproché ça. Alors bah, moi, on ne me l'a pas reproché parce que je suis devenue une pro de ça. Voilà, je suis devenue une machine. Alors avant un dossier de subvention, mais j'avais peur. Ça me faisait peur le dossier de subvention parce qu'il y avait plein de trucs à envoyer. Je vérifiais 15 fois les annexes et tout ça avant d'envoyer. J'avais peur parce que j'avais de l'espoir. Je pensais que je pouvais y arriver grâce à cette subvention et tout ça. Bah, aujourd'hui, je mets 15 jours à faire 4 dossiers. Donc, je peux dire que la désensibilisation a très bien fonctionné. Ça, c'est un truc que ma mère a tout de suite demandé lors de ce rendez-vous avec l'allergologue. Hein, mais du coup, pour ma fille, là, on ne peut pas désensibiliser, il faut faire quelque chose. Ah non, non, madame, on est désolé, mais là, votre fille, avec ses 18 allergies, ça risquerait de mettre sa vie en danger. Donc, c'est pas possible. Ça n'a pas été possible pour mes allergies d'enfant, mais ça a très bien fonctionné pour ça. Pour ce langage-là, pour cette langue de bois-là. Je vous rappelle, hein, le principe de la désensibilisation, c'est des piqûres quotidiennes pendant 2 à 3 ans, voire parfois même jusqu'à 5 ans, de l'allergène dont on veut se débarrasser. Donc du danger. Hein. Et de cette manière-là, mon système immunitaire, en fait, s'habitue à cet allergène danger, va même jusqu'à l'ingérer, le digérer, y adhérer. Ah, je vous ai parlé, non, de l'adhésion au capitalisme tout à l'heure. Ben voilà, j'ai adhéré au capitalisme. Voilà, puisque j'ai été complètement désensibilisée. Il n'y a plus aucun mouvement, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Machine. Bon, sauf que grâce à ce travail, quand même, je peux arriver à l'acte 5. Parce que j'ai eu des subventions, j'ai eu des trucs et tout, c'est super. Et donc là, j'arrive à l'acte 5, les résidences de création. Alors, si vous avez compris, résidence, ça veut dire temps de répétition dans un théâtre. Donc jusqu'à présent, hein, on a fait pas mal de résidences, mais pour trouver de la thune, hein, avec toutes nos étapes de travail et tout ça, parce que
Vous vous doutez bien que si je présente le travail devant 4 personnes, il va falloir que je réitère l'exercice plusieurs fois pour avoir le plus grand nombre d'engagements possible. Et donc moi j'arrive à cet acte 5-là, aux résidences de création, et bien en moyenne, 2 à 3 ans plus tard que l'acte 1, que le désir initial. Bah, ça prend du temps, hein. Faire le dossier de production, cibler les programmateurs, les rencontrer, faire les étapes de travail, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et puis les dossiers de subvention, les commissions, bon, voilà. Donc on arrive 3 ans plus tard, et là, je suis donc dans un petit coin de la pyramide, dans un théâtre, et je me mets dans une bulle en plus, et avec toute l'équipe, et on va travailler de 9h à minuit, pendant toutes les dernières semaines qui nous restent là, c'est peut-être 2-3 semaines qui nous restent avant la première représentation. Donc c'est vraiment les tout derniers moments, les résidences de création. L'enjeu, c'est plus de trouver de la thune. Hein. La thune, tu l'as ou tu l'as pas, tu fais avec ou sans, mais tu le fais. Et donc là, à ce moment-là, on assemble juste artistiquement tous les éléments. Le décor, les costumes, la mise en scène, le jeu, la lumière, le son, on n'entend pas assez, ça marche pas, bon, on fait tout ce travail dans cette bulle-là. Et puis, du coup, à ce moment-là, je suis hyper sensible, après avoir été désensibilisée. Tous les mouvements qui arrivent, hein. Dans l'équipe, on passe par toutes les émotions, et surtout, on arrive à la peur, le trac, on n'a plus du tout envie d'y aller, parce que ça va pas le faire, on a peur. Et pourtant, le public rentre, la lumière s'éteint, puis se rallume, et là, il faut rentrer en scène et il faut commencer. Il faut jouer le spectacle. Le spectacle se termine, les lumières s'éteignent, les applaudissements retentissent, ça se rallume, on salue, et là commence le bord plateau. Alors bon, j'en ai pas là, mais on va dire que c'est ça, ok? Le bord plateau, hop, comme ça j'ai quand même les jambes qui pendent dans le vide, c'est sympa. Voilà. Alors là, normalement je bois un petit coup, mais là encore j'ai oublié mon verre d'eau, donc voilà. Mais c'est ce que font les acteurs, ils se sont donnés. Donc, voilà. Et ils sont là, d'accord, voilà. Et du coup, alors c'est un moment, souvent, la première question, la première remarque, elle met un temps monstrueux à arriver. Alors je vous en ai préparé une. N'y aurait-il pas, dans la tragédie que je viens de vous jouer, un grand absent dans toutes ces étapes de fabrication du spectacle? Oh! Oh ouais! En plus! Merci! Alors ça, c'est l'assistant à la mise en scène. Merci. Le public. Bah oui, il est pas là. Enfin, dans toutes les étapes de cette chaîne de production-là, il n'est pas là. Pourtant, la première chose que je dois décider dans mon dossier de production, c'est à qui ça s'adresse. C'est qui la cible publique. Et il n'est pas là. Alors bon, je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à avoir évidemment invité du public non professionnel aux différentes étapes de travail. Hein, alors déjà pour noyer les 4 encéphalogrammes plats, mais surtout pour essayer d'avoir une réaction quoi, dans le public, des retours, enfin de la vie quoi. Mais à aucun moment, la spectatrice là, qui est là peut dire à la tutelle assise à côté d'elle « Ah mais vas-y, finance, c'est super, je veux voir la suite !» Ou alors au mec assis derrière lui qui est programmateur « N'achète surtout pas cette bouse !» Non. Et non, vous n'avez pas ce pouvoir-là, vous public. Non, vous n'êtes pas souverain là-dessus. Pas du tout. Bon, de toute façon, certes, vous n'êtes pas là dans ma chaîne de production, là, mais en vérité, vous n'êtes pas vraiment là non plus dans la deuxième phase de vie du spectacle, la phase de diffusion. Rien de mieux que les chiffres pour révéler ce genre d'évidence.
Alors si on prend là les 245 structures labellisées de notre pyramide, hein, qui ont un label de l'État, spécial théâtre, eh bien c'est en moyenne 4,2 millions d'entrées par an. Sauf que il y a des abonnés. Et ces abonnés, c'est 3-4 spectacles qu'ils vont voir dans l'année. Donc le chiffre descend à entre 1 million et 1,2 million de personnes qui fréquentent ces structures-là dans une année. Soit en pourcentage, 1 à 2% de la population française. Bon, je vous avais dit que vous n'êtes pas là. Mais alors, ce qui moi m'intéresse, c'est de mettre ce chiffre en perspective avec un autre, qui date de 2018, et qui avance que 21% des plus de 15 ans en France disent être allés au moins une fois voir un spectacle dans l'année. 21%. 21%, 2%. Bah, c'est qu'ils vont pas dans la pyramide et puis qu'ils vont ailleurs. Bah oui, parce qu'il y a des trucs ailleurs. Hein. Il y a quoi? Il y a les spectacles de la progéniture en fin d'année. Il y a les spectacles des amateurs, il y a des festivals. Il y a les arts de la rue, les chapiteaux et tout, c'est vachement bien. Enfin, il y a des trucs en dehors, quoi. Donc, bah, c'est qui ces 2% là, qui résistent et continuent à y aller? Bah, je peux vous le dire parce que je les ai beaucoup fréquentés. Et on les repère très vite. Alors, d'un côté, on a dans l'assemblée les cheveux blancs. Les vieux, quoi. Et les vieux bourgeois, hein. Parlons peu, parlons bien. Et alors, ils côtoient pendant ces temps-là des scolaires. Mais alors, eux, ils n'ont pas du tout décidé d'être là, puisqu'ils ont été traînés par les profs. Et voilà, les vieux, les scolaires, les profs. C'est ça, le public du théâtre public. Bon, alors, comme ça pose un peu problème, c'est pas récent, hein, ce problème-là, et en 1968, tous les directeurs RIS de ces structures-là, qui n'étaient pas encore totalement en place d'ailleurs, se sont réunis à Villeurbanne, se sont un peu interrogés sur leurs pratiques, et dans cette déclaration qu'ils ont faite là-bas, la déclaration de Villeurbanne, ils ont même baptisé ce public qui ne venait pas les voir. Eh bien, il s'agit donc du non-public. Le non-public. Et depuis ce moment-là, ils se sont donné une mission, c'est de ramener le non-public dans leurs établissements. Depuis 1968. Et bien la mission est toujours en cours et elle n'est pas accomplie. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on hérite d'une religion. Je peux continuer à rapter le bord plateau? Merci. Alors j'y retourne. Alors, petit topo historique. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a une communauté théâtrale qui fait du théâtre en France, voilà, qui pratique. Okay. Dans cette communauté théâtrale, tout le monde fait un peu tout. On est constitué collectivement, celui qui fait la bouffe le lendemain, il va monter sur scène, inversement, enfin voilà, c'est des collectifs, c'est des troupes. Vous avez peut-être remarqué, je ne parle pas de troupes. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Je parle de compagnie. Bah ouais, en fait, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, et là, on pourrait mettre un peu de dedans, et puis de... ça n'existe plus parce que aujourd'hui, une compagnie, c'est, je sais pas, 1, 2, 3 personnes maximum qui salarient d'autres gens pour créer des spectacles, en gros, mais très ponctuellement. Okay, donc c'est pas du tout des collectifs. Hein. Et ça a été tué à ce moment-là, dans les années 60, quand arrivent les subventions. Parce qu'on va se dire, ouais, on est tous doués, hein, collectivement, on est tous doués, mais individuellement, pas pour tout. Hein. Alors on va se spécialiser. On va se professionnaliser, on va même créer une figure qui va être celle du metteur en scène. Et alors là, je vais l'assumer au masculin, parce qu'à part Ariane Mouchkine, je défie quiconque dans cette salle à me citer d'autres metteuses en scène à ce moment-là.
Personne se lance? Très bien. Donc metteur en scène. Le metteur en scène va être créé à ce moment-là. Et on va le mettre, tout là-haut, hein, pour bien faire. On va le mettre tout là-haut et puis on va en faire l'artiste génial, l'artiste créateur. On va en faire un dieu. Je vais parler de religion. Hein. Et puis il va avoir quelques apôtres. Hein, donc ils vont sortir de la communauté théâtrale comme ça, et qui vont le suivre comme ça, essayer de monter avec lui, et qui vont non pas travailler avec lui, mais pour lui. Parce que ça va être le patron. Ouais. Donc lui, il va être là-haut, là, sacré, ouais. Voilà. Il va pas falloir y toucher. Et donc pour pas y toucher, eh ben, on va affirmer un truc dont on hérite encore aujourd'hui, c'est que quand on dit culture aujourd'hui, ben, on pense art. On pense à cette référence-là, super chic, opéra, peinture, musique, théâtre, et ben, tout ça c'est là. Et c'est à ce moment-là que ça se joue. Donc c'est sacré, il ne faut pas y toucher, il faut le mettre là-haut. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? S'ils sont toujours là, ils veulent continuer à faire du théâtre. Bon, alors déjà, on va pas leur donner de subventions. Hein. Les subventions, c'est pour les professionnels Dieu, là. Alors, ils vont pas avoir de subventions, et puis... on a des MJC, tiens. On pourrait les mettre dans une petite salle d'une MJC, ça pourrait être pas mal, un quartier prioritaire, machin. Bon, allez, on va mettre ça là. On va les mettre là. On va les ranger à côté des animateurs. Et puis, on va les appeler les amateurs. Hein? Donc il y a des dieux, des amateurs, des génies, des merdes. Voilà. Alors, ça c'est un peu vraiment le phénomène c'est un divorce de cette communauté théâtrale là, qui s'opère dans ces années-là et qui va opposer finalement la création à la pratique théâtrale. Voilà. Entre autres. Il va y avoir la culture là-haut, puis la socioculture, là. Tous ces trucs-là, ça se joue à ce moment-là. Bon, alors, quand même, si on reprend le truc à la racine, étymologiquement, l'amateur, Celui qui aime. c'est celui qui aime. Mais pourtant, c'est une merde. Et l'animateur, étymologiquement, qui donne la vie, qui anime l'âme. C'est ouf. Bon, bah la vie, elle est là, et puis le culte, il est là. Et alors, pour justement cultiver cet individu génie, tout ça, là, Dieu, bah, il va falloir des lieux de culte. Et alors ça, c'est ce que André Malraux a appelé de ses voeux les cathédrales du XXe siècle. Les cathédrales du XXe siècle vont commencer à apparaître dans les années 60, vont s'appeler les maisons de la culture, et aujourd'hui, les héritières de ces maisons de la culture sont nos 77 scènes nationales. Alors, j'ai pas eu de budget pour monter cette conférence, donc la qualité de l'image est vraiment médiocre. Alors, voilà, la caméra voit bien. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, est-ce que vous connaissez cette scène nationale? C'est une scène nationale, hein, donc... c'est au Havre, exactement. Est-ce que tu sais comment les Havrais l'appellent? Pot de yaourt. Le pot de yaourt. Ah, ça ressemble un peu quand même, hein? Ça ressemble. Voilà. Mais en vérité, bah, il ne s'appelle pas le pot de yaourt, hein, il s'appelle le Volcan. Le théâtre du Volcan. Voilà. Alors, ça a été l'une des premières maisons de la culture en France. Et aujourd'hui, c'est la plus grosse scène nationale de France. Alors, bah, c'est plutôt intéressant parce que on dirait un peu une pyramide, non? Attendez, il n'y a aucune fenêtre, c'est quoi cette connerie là? Et puis en fait, si vous regardez bien, mais alors vous ne pouvez pas voir, mais il y a des portes, mais elles sont dissimulées dans l'architecture. Genre, l'entrée des corps, c'est un truc secret quoi. Alors bah forcément quand tu arrives là, quand tu connais, t'es déjà vachement impressionné, tu fais « Wow, c'est quoi ce truc ?» Est-ce qu'il va se réveiller? Le volcan. Mais bon, tu connais, donc tu sais que tu peux rentrer, et puis que la porte, elle est derrière là-bas, là.
Alors quand tu connais pas, quand t'es le non public, je peux vous assurer que vous y rentrez pas là-dedans. Et donc comme ça, on est peinard. On reste entre bourgeois. Putain, c'est sympa quand même. Voilà, donc les lieux de culte. Les lieux de culte pour cultiver l'individu et mettre à mal les collectifs. Tuer les collectifs, c'est ça qui se passe dans ces années-là et dont on hérite aujourd'hui. Donc au-delà de ça, on a vu là pas mal de piliers qui se sont effondrés et tout ça. Et vous l'avez peut-être retenu, c'est assez récent en fait. Alors pas tous ces cultes de l'individu, tout ça, mais de nouvelles allergies là. C'est récent parce que ça date de 2020. En janvier 2020, je crée un spectacle dans un centre dramatique national. Je fais la tournée jusqu'en mars, et puis je suis confinée comme tout le monde, puis déconfinée comme tout le monde, et là je retrouve un copain metteur en scène. Et on va avoir un instinct de survie à ce moment-là. Cet instinct s'appelle 55. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 55 c'est le nombre de jours qu'on a tous et toutes passé confinés. Eh bien 55, ce sera le nombre de jours que nous on va faire à l'été 2020 à l'échelle d'un département. Et on va le faire en créant un grand jeu. Les règles de ce jeu vont être les suivantes. Pendant 55 jours d'affilée, tous les jours, 5 artistes du spectacle vivant, toutes disciplines confondues, qui ne se connaissent pas, vont se rencontrer et auront une journée pour inventer, répéter et présenter le soir même un spectacle à 20h d'une durée maximale de 55 minutes. Et tous les soirs dans un endroit différent. Alors nous, on est déconfinés au 11 ou 15 mai, je ne sais plus, on a cette idée-là le 25 mai, et la première, on la prévoit pour le 30 juin. Alors on se dit, ouais, c'est chaud, là, il faut peut-être trouver un peu d'aide. Donc il y a un article qui sort dans la presse, et genre, appel au secours, appel à bénévoles, quoi. Et là, il y a 60 personnes qui arrivent. Alors 60 personnes que je ne connais pas, hein. C'est pas mes potes qui arrivent, hein. 60 personnes que je ne connais pas. Dans ces 60 personnes, il y a 2/3 de spectateurs, spectatrices, que j'ai jamais vu de ma vie. Et l'autre tiers, c'est des artistes que je connais pas, qui veulent bénévolement participer à la production de l'événement. Donc nous, on lance le truc, et on le lance parce que tout le monde se jette dessus. Alors certes, il y a le public qui est tout de suite au rendez-vous pour nous filer la main, quoi, pour créer ça. Mais surtout, tout le monde se jette dessus, les tutelles, les programmatrices, les artistes aussi, parce qu'il n'y a plus rien. À l'été 2020, tout est annulé, la place est libre. En 2 heures, après avoir pitché l'idée qui n'était pas du tout à la hauteur de ce que je viens de vous présenter, on a un engagement de la ville, financier, hein, la prod. En 1 semaine, on a un engagement de la DRAC. En 1 mois, c'est un peu plus long, la région et le département. On crée en fait un fonds de solidarité, on le présente comme ça. Tes tutelles, tes programmateurs, tes spectatrices, tu veux soutenir l'événement, vas-y, t'as quoi à mettre? Comme ça, l'événement va se lancer et tout au long de l'été, on va faire fructifier ce fonds de solidarité et grâce à, du coup, tout le monde, et notamment au public qui nous a permis de produire cet événement, eh bien, on rassemble 100 000 euros. Et c'est une fête incroyable. C'est une fête qui a lieu dans certains théâtres de la pyramide, hein, mais surtout aussi en dehors. On va jouer dans des jardins, on va jouer dans des châteaux, des églises, sur des toits terrasses, même dans la salle du conseil municipal. On va partout, quoi. On est partout et on fait voyager le public. Et le public nous suit. Tous les soirs, pendant 55 jours, on est complet. Et pendant 8 soirs, il y a 8 soirées dans l'été, on a même des listes d'attente où on doit refuser des gens, quoi. Mais je vais laisser une spectatrice en parler mieux que moi. Une spectatrice qui a été plus que présente parce qu'elle nous a suivis. Elle a voyagé avec nous dans ce département-là pendant 42 soirs. C'est 55. Cher 55,
J'ai reçu aujourd'hui une lettre de mon trésor. Et j'ai eu l'heureuse surprise qu'il me réclame moins que ce que j'avais budgété. Habituellement, lui et moi ne sommes pas vraiment d'accord sur la façon de dépenser nos sous. Ce qu'il fait de toute façon sans me demander mon avis. Aussi, y ai-je vu là plus qu'un signe, une opportunité de répartir à ma façon et selon mes valeurs ce surplus immatériel d'impôts que je m'étais déjà résolu psychologiquement à devoir lui céder, mais à l'aveugle et soumise à des choix politiques que je ne valide pas, voire à bord. Là, je peux le faire en pleine conscience et volontairement. Je pense alors aux assauts d'aide aux réfugiés, aux femmes en danger et à la culture. Enfants oubliés de cette République qui promet des aides et ne fait que donner des conseils. Si la période reste incertaine, la culture reste nécessaire. Personnellement, ces dernières années ont été particulièrement éprouvantes. Et le spectacle vivant a été mon plus utile antidépresseur. Du beau et de l'intelligent pour combattre la perversité, la malveillance et la médiocrité. Et ces derniers mois, le spectacle vivant, c'était vous. C'était 55. J'ai reçu chaque spectacle comme un cadeau. Et j'ai aujourd'hui l'occasion non de rendre ce que j'ai reçu, mais de contribuer. Alors, voici mon obol. Vous la méritez, chers alchimistes qui savez transformer l'argent en émotion, sensation, réflexion. Soit mieux que l'or, ce qui nous rend vivants. Et oui, ça a un coût. Ça n'a pas de prix. PS, je devais partir quelques semaines dans la famille à Marseille, comme chaque été. Covid oblige, je n'y suis pas allée. Et la SNCF vient de me rembourser mon billet. Alors le montant vous revient, puisque cette année, cher 55, vous êtes mon sud, mon soleil, mes rires en famille, les câlins de mes sœurs et de mes neveux. Vous êtes mes couchers de soleil, au Spritz, sur le vieux port de Marseille. Bref, vous êtes mes vacances. Merci pour tout ça. 5000 spectateuristes sur 55 dates. Alors ça a été une fête. Et puis elle s'est achevée, hein, parce que bon, l'année 2020, c'était pas trop une teuf quand même. D'accord. Et particulièrement à l'automne, où ça recommence. Couvre-feu, confinement, on y retourne quoi. Alors moi, je fais un petit visio. Je fais un visio avec le président de la métropole, qui avait précédemment accueilli 55. Dans ce visio, je lui présente un cousin de 55, dont le principe va être de créer un spectacle par jour, tous les jours du mois de décembre. Mais cette fois, puisqu'on est confiné à nouveau, on va aller sous les fenêtres des habitants, juste de la métropole. J'intitule cet événement, cette proposition, « À vos fenêtres ». Ce président de la métropole m'écoute, et au bout de 40 minutes, me dit ça coûte combien? J'annonce 30 000. Et il me dit ok, allez-y, je vous en donne 50 000. Hein. Ok, on y va. On commence à travailler au truc et on était dans l'attente parce que on n'avait pas encore l'autorisation de la préfecture. Ah oui, on est tarés, nous, on veut faire du spectacle vivant dans des espaces publics en temps de confinement. À ma connaissance, ça ne s'est jamais fait. Sauf cette fois-là. On a eu l'autorisation 24 heures avant la première. On a l'autorisation du préfet, le président s'est battu, machin, tout ça, bref. Donc on a l'autorisation à la seule condition, garantir la circulation des personnes. Bon, ok, de toute façon on est à 24 heures du truc, alors mon déni, ma naïveté, tout ça, ça fait le travail. On y va, on lance le truc, et puis au bout du 4e soir, on est cette fois sur une aire de jeu, au milieu de 4 immeubles HLM, dans un coin hyper excentré de la métropole. Il y a plein de monde, aux fenêtres, plein d'enfants et tout, ça grouille, c'est super, enfin voilà. Le spectacle se lance, ça commence. Et là, je vois des
famille qui commence à sortir des immeubles et puis à se mettre un peu plus loin, là dehors, à se rassembler pour assister au spectacle. Alors, pour garantir la circulation des personnes, on avait avec nous des agents de sécurité et sur certains sites, il y avait des gendarmes avec nous. Et là, je vois des gendarmes qui vont parler à ces familles, quoi. Ah, ils y vont, puis ils repartent. Et les familles restent. Alors j'y vais. Excusez-moi monsieur, en fait c'est un spectacle qui est fait exprès pour que vous puissiez le voir depuis votre fenêtre. Alors je vous invite à remonter au show pour y assister. Bah oui mais moi madame, ma fenêtre elle donne de l'autre côté. Ah bah peut-être vous avez un voisin, une voisine chez qui vous pourriez... Mais non mais de quoi vous me parlez là? J'ai pas le droit d'être là, c'est ça que vous êtes en train de me dire? On est sortis avec les enfants, les poussettes, les plaids là, et on peut pas voir ce qui pour une fois joue chez nous? C'est ça que vous êtes en train de me dire? J'ai pas le droit moi? Et mes voisins, oui? Bon, ce soir-là, je suis plus du tout ni artiste, ni directrice de quelconque production. Je suis flic. Je suis un bon petit soldat qui a bien retenu ses devoirs à la maison avec sa langue de bois et qui, en plus, maintenant, aide à maintenir l'ordre. Trois mois plus tard, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour madame, c'est envoyé spécial. On vous appelle de la part du président de la métropole. On voudrait faire un reportage sur votre événement du mois de décembre. J'ai refusé. J'ai refusé parce que si on avait dû faire ce reportage, bien j'aurais dû dire que le théâtre public n'en a rien à foutre du public. Que le théâtre public, il est là pour maintenir l'ordre, pour faire accepter un discours, pour faire remonter les gens chez eux. Il est là pour nous diviser. Il est là pour nous dominer. Alors, face à ce constat-là, il y en a un autre. Il faut qu'on récupère ça. La culture, le théâtre, les moyens de production. Il faut qu'on le récupère. Et ça commence par le langage. Alors l'Ardeur, ici présente, organise pour ça des ateliers de désintoxication à la langue de bois. Ah, pour revenir à la racine du problème, c'est génial, non ? Et dans ces ateliers-là, on peut y écrire des ridiculum vitae ou des demandes de non-projet. Et moi, je me suis amusée à vous préparer une petite note d'intention. Si j'avais dû faire subventionner cette conférence gesticulée, voilà ce que ça aurait donné. Un seul en scène. Sur un plateau nu, dans une esthétique épurée. Cette femme s'appelle Amélie. Elle est metteuse en scène. Mais se retrouve aujourd'hui hors du temps et de l'espace. Ici et maintenant, face à elle-même, elle interroge l'existentialisme du théâtre et la raison même de son existence. Elle cherche, elle se cherche dans un paradigme perdu. Dans cette histoire, elle est à la fois témoin, victime, puis bourreau et juge des coups qui lui ont été portés. Elle est arrivée là,
sur cette scène, à un point où plus rien n'a de sens et où tout est chaos. Mais comment sortir du chaos? Comment survivre à ce qui n'était ni prévu ni prévisible? L'histoire d'Amélie est une histoire ancrée dans sa vie, le spectacle vivant. Mise en abîme qui pose une question politique et salvatrice. Comment l'artiste perd puis reprend sa place dans le tourbillon du monde de la création, jeu infini et impermanent auquel personne ne peut résister. Bon, j'aurais pas eu de subvention. Quoique. Alors, bien sûr qu'il faut, et on peut résister à ça, hein, et on peut le faire du coup en quittant cette langue de bois et en commençant à essayer de parler vrai. Ça donnerait, dans cette conférence gesticulée, je dénonce ce que j'ai compris, mais que je n'osais pas et ne pouvais de toute façon pas dire. Alors, en l'absence de décor total, faute de moyens et de pertinence, je démontre en 1h30 que le théâtre public est devenu un outil de domination capitaliste, en imposant, entretenant et entérinant la mise en concurrence inhérente au culte de l'individu, qui semble bien à lui seul déterminer l'attribution ou non du fric nécessaire à ce qui devrait être l'expression d'un désir porteur d'un message absolument pas consensuel. Ce matin, j'explique ce que créer un spectacle pour un théâtre de service public nécessite de langue de bois, de séduction, de racolage, implicite, convenu et incontournable. J'explique comment le théâtre public est aujourd'hui le théâtre d'un État qui roule pour les bourgeois capitalistes. Parce que le seul message en réalité audible ne doit absolument rien affirmer. Et en aucun cas ne doit analyser politiquement ni remettre en cause le système. Cela signifierait courir le risque d'un changement de système et donc d'une révolution. Cette conférence gesticulée s'inscrit dans un mouvement, celui de l'éducation populaire ou éducation politique des adultes, qui est la seule culture qui se risque aujourd'hui à énoncer le conflit qui nous gouverne, toutes et tous. Le conflit social. Les pauvres doivent rester pauvres. Et les riches doivent continuer à s'enrichir en exploitant la seule richesse des pauvres, leur force de travail. Il s'agit donc ici d'un outil d'analyse politique et non d'une arme de séduction massive. Bon, là, vraiment, j'aurais pas eu de subvention. Foutu. Alors, je vous ai pas menti, hein. C'est une tragédie. Ça se termine mal. Mais en revanche, je dois vous faire un aveu. Ceci n'est pas un épipène. Ceci est un stylo-bille. Un stylo-bille qui m'a servi à travailler à cette conférence gesticulée. Et qui m'a permis de comprendre que si le théâtre public populaire avait été tué par le capitalisme et récupéré par les bourgeois, eh bien, peut-être qu'il existe un vrai théâtre public ailleurs qui résiste. Un théâtre qui quitterait la salle pour monter sur scène, sans autorisation, sans expertise. Un théâtre qui, du coup, se risquerait à ça, poser une analyse politique dans le monde, du monde dans lequel on vit. Et alors dans ce monde-là, vous avez peut-être vu
J'arrive pas trop mal à gérer mes 18 allergies d'enfants. Là. J'ai des méthodes, des stratégies et tout. Mais aujourd'hui, je sais que pour ma nouvelle allergie, là, ce nouveau danger dans ma vie, le capitalisme, je vais pas y arriver seule. Je vais avoir besoin on va avoir besoin d'une mobilisation collective. Alors, ben voilà, moi je crois qu'aujourd'hui le vrai théâtre public, c'est celui que j'ai essayé de faire devant vous. Et c'est celui que plus de 500 personnes en France aujourd'hui font. Et ça s'intitule les conférences gesticulées. Et je crois que un de ces quatre, j'irai dire ça à Ariane. Que là, on l'a déformé le théâtre. Alors, à toutes celles et tous ceux qui ont commencé à identifier l'emprise du capitalisme au sein de leur vie, personnelle et professionnelle, eh bien, j'aimerais vous donner ce stylo et vous inviter à vous lever et à monter sur scène pour qu'ensemble, on puisse écrire cette révolution. Personne qui se lève là pour monter.